Luc Desmaillots, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita à l'approche de ce 50e anniversaire de l'affaire des vedettes de Cherbourg qui avait à l'époque suscité un très vif enthousiasme en Israël, une très vive polémique en France. Alors vous êtes le producteur et le réalisateur d'un documentaire qui passe actuellement en France sur les chaînes de télévision françaises, un documentaire de 52 minutes qui retrace l'affaire des vedettes de Cherbourg. Alors d'abord, racontez-nous comment vous avez travaillé pour reproduire et retrouver, en fait, on va dire, les témoins de cette affaire. Alors, tout d'abord, c'est une affaire pour moi qui remonte à il y a très longtemps parce que j'étais un petit garçon quand c'est arrivé. Mais chez moi, à la maison, on était très très fiers de ce qui s'était passé. Et donc, j'ai grandi avec cette fierté de l'affaire des vedettes de Cherbourg. Et quand je suis devenu producteur, et récemment, à l'approche des 50 ans, je me suis dit c'est le moment d'aller rencontrer ces héros qui ont fait cette histoire. Et donc j'ai contacté mon co-réalisateur Justin Le Carpentier, qui avait écrit un livre sur l'affaire des vedettes de Cherbourg, et ensemble nous avons travaillé, nous avons retrouvé beaucoup de témoins de l'affaire, et nous avons monté l'opération donc avec France Télévisions et toute l'histoire, qui est une chaîne aussi française. Alors, parmi les héros de cette affaire, il y en a, je suppose, qui sont disparus. En particulier, par exemple, on va dire le héros israélien de cette affaire, l'amiral de la marine israélienne de l'époque, Moka Limon, avec ce nom un peu particulier qui ressemble un peu à une glace à plusieurs parfums. Moka Limon qui était le véritable, on va dire le véritable figure de proue, si on peut dire, dans le cas précis de cette affaire des vedettes de Cherbourg. Moka Limon, pour moi, c'est le héros principal de cette affaire. C'est l'homme clé, c'est celui qui a réussi à réarmer la marine israélienne, qui était responsable d'ailleurs aussi de la vente des Mirages. Enfin, il a beaucoup œuvré pour son pays. Il est moins connu que d'autres grandes figures d'Israël, et pourtant, moi, je le mets au même rang que les autres, que les Moshe Dayan. Il a vraiment œuvré pour son pays. Alors, quand vous dites vraiment œuvrer, c'est-à-dire qu'il faut peut-être rappeler le contexte. On est en 69, on est 2 ans après la guerre des 6 jours. L'affaire commence en 65 en vérité. C'est-à-dire qu'on se rend compte en Israël qu'on n'a pas de marine. Il n'y a pas de marine, il n'y a pas de bateau, il y a des vieux rafiaux hérités de l'Angleterre, mais c'est pas une marine. Et les Israéliens se disent qu'un jour ils vont perdre la guerre sur la mer. Et donc, il confie à Moka Limon le projet de trouver des bateaux. Et Moka Limon, après une tentative un peu ratée en Allemagne, se tourne vers la France. Et là-bas, il y a un certain Félix Amiot, qui est le deuxième héros de cette affaire. Un héros français, un héros cherbourgeois, qui va accepter de construire les vedettes pour l'État d'Israël. Il va y avoir une commande de 12 vedettes. On est encore à l'époque de l'âge d'or des relations entre la France et Israël, où il y a une coopération, pas seulement sur le plan maritime, mais avec l'armée de l'air, les Mirages israéliens qui sont frappés aux couleurs de l'étoile de David. Bien sûr, sauf qu'on sait déjà quand même, dès 65, que De Gaulle est en train de changer de politique. Et que l'histoire d'amour, elle va toucher à sa fin. On le sait. Donc les Israéliens, déjà, ont commencé à se tourner vers l'Amérique, discrètement, parce que De Gaulle, résolument, veut engager une politique arabe. Et donc, après, il y a 67 qui va mettre un terme officiel, je dirais. C'est un bon prétexte pour De Gaulle pour dire stop. Et il va y avoir encore un deuxième événement, c'est l'aéroport de Beyrouth qui est bombardé par les Israéliens à la suite d'un détournement d'avion. Et ça va pas du tout plaire à De Gaulle. Et cette fois, De Gaulle va dire non, là vraiment, même les pièces détachées, on arrête. Et là, c'est la fin de l'histoire, et là, on est en 69. Alors, et il faut rappeler, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, que ces vedettes avaient déjà été payées par l'État d'Israël aux Français. Alors, oui et non. En vérité, comme c'est une affaire qui a duré quelques années, il y a des paiements qui étaient faits au fur et à mesure, comme toute commande. Il restait un solde. La France, d'ailleurs,
pendant l'embargo, dit nous, on va vous rembourser ce qu'on vous doit. Sauf que les Israéliens disent non, nous, on veut les bateaux, on veut trouver une solution. Par contre, ce qui est drôle, c'est que quand les Israéliens, le 24 décembre, vont partir avec les vedettes, Mokalimon va déposer un chèque à Félix Amiot du solde de la commande. Et ça, c'est très beau, je trouve. Mmh. Alors, il faudrait également retracer l'ambiance, l'atmosphère qui a régné en Israël d'une part et en France de l'autre, au moment où on s'est aperçu que les vedettes avaient quitté le port de Cherbourg et qu'elles étaient en mer et qu'elles étaient en direction de l'État d'Israël. Beaucoup de joie et de fierté du côté israélien et beaucoup de désarroi, on va dire, un très profond malaise du côté français. Alors, d'abord, dans les premiers jours, on ne sait pas où ces vedettes on ne sait pas. Les 24 premières heures, l'État français ne sait même pas qu'elles ont quitté Cherbourg, parce qu'il faut absolument rester discret. D'ailleurs, quand elles seront en Méditerranée, Debré va demander le bombardement des vedettes, parce qu'il est très très fâché. Quand il apprend par Gibraltar... Qui est le Premier ministre à l'époque. Oui, non, c'est le ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Des Affaires étrangères, pardon, excusez-moi. Quand on va savoir qu'elles vont vraiment vers Israël, parce qu'au départ, les Français ne savent pas, ils disent c'est pas possible. Avec la tempête, avec les courants, ces vedettes ne pourront pas braver l'Atlantique. D'ailleurs, ils vont tout faire pour éviter de rentrer vraiment dans l'Atlantique. Ils vont longer les côtes et descendre. Mais ils vont avoir de la tempête vraiment comme on en connaît peu. C'était très très périlleux. Les bateaux auraient pu se renverser. Et donc, effectivement, quand on sait quelques jours après qu'elle se dirige vraiment vers Haïfa, les Français, j'entends par les Français, le gouvernement, le Quai d'Orsay, ils sont très très en colère, mais les Français, le peuple français, et notamment les Cherbourgeois, ils sont par contre très très contents. Comme ils le disent constamment eux-mêmes, nous on ne voulait pas que le gouvernement ait une politique anti-israélienne, ils aimaient les Israéliens, c'était au niveau des peuples, c'était l'âge d'or. Et les Cherbourgeois, eux, étaient directement impliqués. Il y allait de leur survie aussi aux Cherbourgeois, parce que c'était une affaire économique importante. Ils n'avaient pas envie de se retrouver au chômage. Donc, ils ont beaucoup travaillé avec les Israéliens pendant quelques années. Ils s'invitaient pendant les fêtes. C'est ça. Noël, Hanouka, Shabbat. Et donc, ça a créé une véritable amitié. Et aujourd'hui, quand on parle avec les gens de Cherbourg, encore aujourd'hui, les plus anciens, ils pensent que du bien des Israéliens. Il y a eu, on peut dire, une forme de complicité de la part de certains responsables français qui, à Cherbourg ou même ailleurs, ont fermé les yeux au moment crucial. Oui. Il y a des gens qui ferment les yeux. Je n'irai pas jusqu'à utiliser le mot complicité, parce que dans complicité, il y a une forme d'action. Non, ils ont un peu laissé faire, sans trop s'en préoccuper. Mais ça, on peut remonter jusqu'à les hautes sphères du gouvernement. Beaucoup de gens ont laissé faire. Même quand Debré veut bombarder, Pompidou et Chaban-Delmas lui disent calme-toi, stop, on va pas faire de ça une affaire encore plus compliquée. Ça y est, ils ont pris leurs vedettes, elles sont à eux. On pourra dire aux pays arabes qu'ils les ont volées. Voilà, l'affaire était close. Donc il y a beaucoup de gens, qui ont fermé les yeux. Après des vraies complicités, il y en a probablement eu, notamment. Vous savez, il y a une note des renseignements généraux qui dit « Attention, les bateaux vont s'enfuir ». Et cette note, elle disparaît sous une pile, elle n'arrive jamais vraiment là où elle devrait arriver. Alors une dernière question, Vic Desmaillots. Qui a été, parmi les gens que vous avez interrogés, les témoins que vous avez interrogés, celui qui vous a le plus impressionné, qui a été la personnalité qui est encore en vie aujourd'hui et qui a été la plus émouvante ou touchante? Alors, j'ai rencontré deux commandants de cette flotte, Adar Kimchi et Ari Rona, qui sont deux types incroyables. Ils sont tellement modestes, ils vous racontent cette aventure, comment ils ont bravé des vagues de 8 mètres, avec 5 bateaux qui suivent, qui pourraient se cogner les uns aux autres. Ils vous racontent les anecdotes, par exemple les anecdotes des Talkie-Walkie, comme ils pouvaient pas se parler entre bateaux, ils avaient été achetés dans un magasin de jouets, des petits Talkie-Walkie pour pouvoir se parler. Ils racontent ça en riant. Non, ils sont très, très, très touchants, alors que ce sont de véritables héros qui ont réussi à mener une affaire sans aucune perte. Et c'est ça qui est intéressant dans cette affaire-là. Il n'y a pas une seule perte.
Il n'y a pas une seule perte, effectivement. Et pour l'histoire, alors pourquoi pour vous, finalement, vous avez décidé de consacrer tant de temps à cette partie de l'histoire? C'était pour vous particulièrement important? Oui, c'était important. D'abord, je regrette, comme beaucoup, le temps où la France et Israël étaient des pays amis. La situation aujourd'hui en France est très difficile pour nous, juifs. Et c'est aussi lié à la relation entre la France et Israël. Oui. Donc j'avais envie de montrer aux Français qu'il y a eu une autre époque et que peut-être un jour on pourrait y revenir. Eh bien, on espère, Vic Desmaillots, effectivement, qu'on pourra revenir à cet âge d'or, même s'il faut être bien réaliste. On n'a pas l'impression que ça se dirige vers ça prend cette direction, en tout cas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir réalisé ce documentaire que l'on pourra voir. Hein, si pour ceux qui veulent le voir, bien entendu, alors sur les chaînes françaises, on peut le voir. On peut le voir sur 2 chaînes françaises. France 3 et sur toute l'histoire. Et puis il y a une projection israélienne qui va être faite du film, donc sponsorisée par l'association MAFTA, voilà. Ce lundi, avec le département, la collaboration du département d'intégration de la mairie de Tel Aviv, en votre présence et en présence de Justin Carmentier, le co-réalisateur. Donc ça sera lundi soir à 19h30 au centre Rosine, au centre commercial Merkaz Rosine, qui est donc à Ramat Aviv Guimel. Voilà, il faut réserver, donc réserver sur Eva Production FR Booking. Voilà, donc c'est là que vous pourrez réserver pour cette soirée. Et merci encore donc d'avoir mené à bien un tel projet. C'était important de rappeler qu'il y avait 50 ans, c'était produit donc cette fameuse affaire des vedettes de Cherbourg, des vedettes qui ont quitté le port de Cherbourg et qui se sont retrouvées quelques jours plus tard à Haïfa. Merci d'avoir été encore avec nous ce matin. Shalom. Au revoir.